Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être là parmi nous ce soir. Mon nom est Claude Rioux. Je m'occupe des éditions de la rue d'Orion et nous publions ces jours-ci un ouvrage qui s'appelle Foucault à Montréal et qui a été dirigé, organisé, programmé par Monsieur Sylvain Lafleur, qui est ici ce soir. Et on organise donc un lancement virtuel de cet ouvrage-là en compagnie des invités que vous voyez à l'écran actuellement. Il y a il y a l'animateur de la soirée, Philippe Némé-Nombré, qui va poser des questions à nos invités. Il y a la co-hôte de l'événement, qui est Gabriela Quinte, qui s'occupe de la librairie Racine et à qui je vais céder la parole dans quelques instants. Et enfin, il y a les trois collaboratrices et collaborateurs de l'ouvrage qui sont là. Il y a Jade Bourdage, André Normando et Jean-Claude Bernheim. Alors, les, les quatre collaborateurs et la collaboratrice vont être présentés plus en détail par Philippe dans quelques instants. D'abord, je voudrais dire que comme on se trouve à Montréal, dans un endroit historiquement habité par les peuples autochtones qui ne nous ont pas évidemment cédé officiellement ce territoire-là ni au Canada ni au Québec, on les remercie de nous accueillir encore. C'est bien la moindre des choses de le reconnaître et aussi de s'arranger de faire tout notre possible pour que ce lieu-là demeure un lieu de rencontre accueillant. C'est très, dans ce sens-là, je suis un peu obligé et choqué de rappeler que Raphaël André, dimanche dernier, un autochtone qui vivait à Montréal, est mort de froid. Ça nous a tous et toutes évidemment bouleversés, puis c'est pour ça que je le souligne à ce moment-ci. Il y a une autre chose qu'on prend pour acquis, puis que je voudrais un peu reconnaître le fait qu'on fasse un événement électronique, tout ça dans le confort de nos salons. Le fait que justement, tout ça soit permis par exemple, le lithium bolivien, le coltan congolais et toutes les personnes en Asie de l'Est qui assemblent toutes les machines sur lesquelles on travaille actuellement. Puis des fois, je songe à ça quand j'organise des événements où je fais des réunions en Zoom. Donc, les éditions de la rue d'Orion, rapidement, ils ont été fondées en 2012. Au départ, ça a été un projet très modeste, peut-être un ou deux ouvrages par année qui répondaient surtout à des préoccupations ou des choses que moi-même, comme éditeur Claude Rioux, je ne sais pas si je me suis nommé au début, dont je m'occupais. Et à raison d'un ou deux ouvrages par année, donc la maison a fait un petit bout de chemin. Et je pense qu'il y a eu un tournant un peu depuis 2 ans en raison de la publication de deux ouvrages qui ont connu un bon succès. Le premier, c'est 1984 de George Orwell, dont on a fait une nouvelle traduction. Évidemment, le livre est tellement connu que ça l'a aidé la maison d'édition. Et un autre, je dirais, moment charnière, c'est la publication, il à peu près 1 an aujourd'hui, de Capitalisme carcéral de Jackie Wang, dont le lancement a eu lieu à l'UQAM il y a 1 an, en présence entre autres de Jade Bourdage, et, euh, et qui a un peu ouvert toute sorte de discussion sur la carcéralité et le profilage et tout ça. Et ça l'a mené, entre autres, à Sylvain, qui est le directeur de l'ouvrage Foucault à Montréal, à s'adresser aux éditions de la rue d'Orion pour publier l'ouvrage dont il va être question ce soir. Donc, juste avant d'introduire Gabriella, juste dire que ce soir, donc, on est en Facebook Live. Je vais monitorer la discussion ou en fait le fil de commentaires pour transmettre, si possible, à la fin à Philippe
des questions que je vais avoir pigées ou peut-être que je vais avoir construites un peu par rapport aux commentaires qui vont avoir été exprimés. Donc, je vous demande un peu de compréhension. Moi, c'est la première fois que je name une chose avec autant de fenêtres à la fois devant moi. Et je vous remercie. Je vous passe une belle soirée. Je souhaite, pardon, une belle soirée. Je passe la parole à Gabriela. Merci. Merci. D'abord, merci à chacun d'entre vous d'être parmi nous ce soir, même si on se rencontre virtuellement. On est très, très, très accueillis, très, très, très heureux de pouvoir vous accueillir. Je m'appelle Gabriella, je suis la fondatrice de la librairie Racine. Puis notre mission, c'est de mettre de l'avant les auteurs issus des communautés dites racisées. Puis, je ne vais pas trop m'attarder, mais je voudrais vous inviter à ouvrir l'oreille parce que la discussion s'annonce très, très, très intéressante. Et je vous invite aussi à partager le live pour que plus de personnes se joignent à nous, prennent part à la discussion. Et la dernière invitation que je vous fais, c'est de vous procurer le livre. Donc, le livre est maintenant disponible. Donc, je vous invite à supporter les librairies indépendantes. Et puis, sans plus tarder, je pense que je vais céder la parole parce que j'ai très, très hâte d'entendre la discussion. Puis, je vais probablement poser des questions tout à l'heure. Donc, voilà. Merci, je suis très content d'être là, très content que Claude, les éditions de la Rue d'Orion, Gabriella, la librairie Racine, m'ait invité à participer à cet événement autour de la sortie de Foucault à Montréal. Très content aussi de pouvoir poser quelques questions aux personnes qui ont contribué à l'ouvrage, qui ont contribué à faire réémerger, à poursuivre, si on veut, un moment aussi important, aussi utile de la pensée de Michel Foucault. Je dis un moment important, un moment utile. Bon, évidemment, on pourrait dire que l'essentiel du travail de Michel Foucault est d'une grande richesse, stimuler des discussions dans à peu près toutes les disciplines. Mais je dis un moment important, un moment utile, parce que quand Foucault arrive à Montréal en 1976, à l'invitation de Jean-Claude Bernheim et avec l'aide et le soutien de André Normando qui sont avec nous aujourd'hui, quand Foucault arrive à Montréal en 1976 pour prononcer l'allocution donc, qui est aujourd'hui republiée, commentée, discutée, d'abord, il vient tout juste de publier « Surveiller et punir » et le premier tome de l'histoire de la sexualité sera publié la même année, donc en 1976. Donc, déjà, c'est un moment, disons, riche au niveau des enquêtes généalogiques foucaldiennes, mais plus que ça, au milieu des années 1970, Foucault commence vraiment à regarder rétrospectivement, si on veut, les différentes enquêtes qu'il a menées depuis l'histoire de la folie. Donc, ce qu'il a entrepris dans Les mots et les choses, dans l'archéologie du savoir, dans Surveiller et punir. Et il commence à faire un peu plus explicitement le pont entre ces différents projets. Il va commencer à envisager, c'est ce qu'il nous dit, il va commencer à les envisager finalement comme une série interreliée d'analyse du pouvoir. Et puis, si on schématise grossièrement, il commence à partir de ce moment-là, donc 1976-1977, à formaliser plus clairement ce qu'il va appeler une analytique du pouvoir. Donc, une analyse du pouvoir à travers ces différents mécanismes, ces différents effets. Et donc, on a vraiment la marque de ça dans l'allocution de 1976, je trouve, la marque de ce moment précis de la pensée de Foucault, de ce moment donc où les ponts sont faits plus explicitement entre ces différents projets. C'est-à-dire que Foucault va nous parler, bon, il va nous parler de la prison, il va nous parler du pénal, il va nous parler de la punition, de la surveillance, mais il nous parle aussi de travail, il nous parle aussi de sexualité. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment à soulever, à garder à l'esprit en lisant cette allocution. Donc, on a une allocution justement riche qui est à la fois accessible, contrairement, certains d'entre vous le sauront, à beaucoup de choses qu'on a pu lire de Michel Foucault. Une allocution qui est donc prononcée à un moment clé de sa pensée et qui essentiellement va discuter de ce qu'on a appelé les alternatives à la prison, c'est-à-dire nous dit Foucault, un ensemble de peines, de mesures qui sont beaucoup plus à comprendre comme un déplacement
des fonctions que remplissait la prison, un déplacement à l'extérieur des murs de la prison, et donc une diffusion des fonctions carcérales dans le corps social, dans l'ensemble de la société. Donc, pour le dire autrement, c'est-à-dire que l'ensemble des mécanismes de punition qui ne passent pas nécessairement par l'enfermement sont moins à comprendre comme un changement et beaucoup plus comme des itérations de la prison. Et donc, ce que Foucault nous dit, c'est que la réflexion doit être beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus radicale si l'intention, c'est d'imaginer quelque chose d'autre. Alors, c'est à partir de là, essentiellement, que les différentes contributions du livre Foucault à Montréal vont revenir sur l'allocution de Foucault, vont la commenter, vont la poursuivre, vont réfléchir avec elle. Pour vous donner un bref aperçu, on a dans un premier temps Tony Ferry, qui est chercheur au groupe d'études et de recherche philosophie, architecture, urbain et qui est aussi dans la pratique de la criminologie appliquée. Tony Ferry qui va nous déplier la conférence à la lumière de ses propres travaux sur l'abolition de la prison et à la lumière aussi de ce qui s'est produit depuis. Donc, à la lumière de l'écart ou de la proximité entre les prévisions de Michel Foucault, parce qu'il prévoit des choses, mais ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans les faits entre 1976 et maintenant. Et donc, Tony Ferry va justement déplier un peu, repenser cette conférence-là à la lumière de ces proximités, de ces écarts par rapport aux prévisions de Foucault, dont par exemple, et ça c'est soulevé un peu partout à travers l'ouvrage, une augmentation de la population carcérale depuis 1976, contrairement à ce que Michel Foucault envisageait, et puis le développement de la surveillance électronique. Anthony Amisel, ensuite, qui est, lui, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, il va revenir sur l'apport de Foucault à la discipline, à la criminologie, et il va aussi nous aider à comprendre une notion que Foucault définit pas exactement dans sa conférence, mais qui est finalement fondamentale pour bien la comprendre, c'est-à-dire l'illégalisme. L'illégalisme, notamment dans sa distinction par rapport au crime, et l'illégalisme aussi dans ses différents ancrages historiques. Comment est-ce que ce concept-là, cette idée-là, ou ce que ça représente a évolué jusqu'aux distinctions, aux subtilités qu'on peut identifier aujourd'hui. Jade Bourdage, ensuite, qui est avec nous aujourd'hui, qui est politologue, professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Elle va vraiment nous permettre de préciser, de mieux cerner l'objet de ce qui a été discuté un peu plus tôt, c'est-à-dire, d'une part, le traitement spécifique dont font l'objet certaines populations, comme les mineurs, par exemple, mais aussi les populations qui, en elles-mêmes, sont plus susceptibles d'être confrontées au continuum de la punition. Donc, les populations noires, les populations autochtones, racisées, pauvres, travailleuses du sexe. Donc, essentiellement, elle va nous aider à préciser la cible de ces mécanismes-là dont il est question et finalement rentrer aussi dans le détail, dans la texture de ces mécanismes en contexte québécois. Jean-Claude Bernheim, qui est aussi avec nous aujourd'hui, militant de longue date, qui a notamment été président de l'Office des droits des détenus et qui est derrière justement la venue de Michel Foucault à Montréal en 1976. Jean-Claude Bernheim, lui, dans son entretien, revient sur le contexte de la conférence de Michel Foucault à Montréal, donc son initiative, celle de l'Office des droits des détenus, comment cette conférence-là s'est organisée, sur le travail de l'Office aussi plus généralement, et il va nous mettre en perspective le parcours, bon, d'une part, des problématiques spécifiques qui sont vécues par les populations carcérales, les problèmes spécifiques aux prisons, mais aussi, d'autre part, ce qu'on pourrait appeler le parcours des logiques punitives et des résistances à ces logiques-là. Et donc, suite à l'entretien de Jean-Claude Bernheim, on a André Normando, également ici aujourd'hui avec nous, qui est professeur émérite de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, qu'il a d'ailleurs dirigé entre 1970 et 1979, qui est lui aussi derrière la venue de Michel Foucault à Montréal en 1976. Et puis, André Normando, dans son entretien, revient sur, et ça, c'est très intéressant parce que c'est très sensible, c'est très ancré. Il revient sur la réception plutôt réservée, plutôt timide, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, de la pensée de Michel Foucault
et plus spécifiquement de surveiller et punir au département de criminologie de l'Université de Montréal. Donc, il revient là-dessus et il va aussi nous parler de certaines des limites effectives de la criminologie, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas, sur certains de ses fondements, certaines de ses bases, certains de ses biais à partir desquels le champ va opérer, à partir desquels on peut, si on veut, mesurer l'impact que la criminologie pourrait avoir ou ne pas avoir. Et finalement, en guise de conclusion, Sylvain Lafleur, un chercheur dont les travaux portent sur les sociétés de sécurité largement et présentement plus spécifiquement sur les processus d'impunité dans une perspective foucaldienne. Sylvain Lafleur, à qui donc on doit le livre Foucault à Montréal, qui en a assuré la direction et qui, en guise de conclusion, revient, lui, si on veut, sur le moment foucaldien des alternatives à la prison, puis sur l'actualité finalement de ce qu'on y trouve, de ce qu'on retient de l'allocution de Foucault, de ce qu'on peut en faire, notamment en prenant en compte ce que Foucault avait justement pas envisagé, comme je le disais un peu plus tôt, l'augmentation significative, par exemple, plutôt que la réduction de la population carcérale dans le contexte de ce qu'on peut qualifier de nouvelle punitivité. Alors, Sylvain Lafleur, c'est à vous que j'aimerais poser la première question. Il me semble que ça va de soi. Vous avez dirigé la publication de l'ouvrage Foucault à Montréal, réflexion pour une criminologie critique, qui donc comprend le texte de la conférence qu'a tenue Michel Foucault à Montréal en 1976, et 5 entretiens qui abordent donc différents thèmes soulevés par Foucault lors de la conférence. Donc, je voudrais vous demander, pour commencer, pour mettre la table, quel est l'intérêt de publier le texte de cette conférence-là et d'en discuter aujourd'hui, 45 ans après l'événement? Oui. Merci Philippe et merci à tous ceux qui sont ici avec nous. L'intérêt de publier Foucault, il faut savoir que, premièrement, c'est un texte méconnu. En fait, le texte de la conférence de Foucault à Montréal, qui s'appelle « Alternative à la prison », est un texte méconnu. Il est méconnu parce qu'il n'a jamais été publié dans aucun recueil de textes. On ne le retrouve pas dans les 10 écrits. On ne le retrouve pas non plus dans sa traduction anglaise, mettons du côté de Sémiotex. Alors, par conséquent, il n'est jamais commenté, cité, réfléchi. Puis, je trouve ça dommage parce que c'est sûrement le texte de Foucault le plus, ou l'intervention de Foucault, disons, la plus d'actualité ou la plus contemporaine. Alors bon, vous savez, Philippe, tu l'as dit, tu as déjà parlé de l'essence du texte de Foucault. Bon, évidemment, Foucault doute que les sociétés qui pratiquent qui ont recours aux peines de substitution soient plus tolérantes. Puis, il suppose que, oui, comme tu l'as dit, qu'il y a un déplacement de la fonction de la prison à l'extérieur des murs. Il y a peut-être une sorte de dématérialisation de l'architecture carcérale, hein, c'est son point de vue. Puis, c'est rendu possible par le fait qu'il y a des personnes, des agents qui vont être mandatés d'opérer des surveillances. Bon, la thèse, si on veut, de ce texte-là est très près de surveiller et punir. Hein. Il y a cette idée-là que les processus d'humanisation des peines vont permettre, disons, activement de sévir contre certaines conduites, qu'on va dire inconduites, mais ça, puis aussi plus largement de pouvoir attacher ou mailler au système judiciaire certaines catégories de personnes. Bon. Alors, pourquoi je me suis intéressé ou j'ai voulu revoir ce texte-là aujourd'hui? Parce qu'on retrouve depuis, disons, une quinzaine d'années, toute une littérature critique en développement qui semble, disons, appuyer la thèse de Foucault ou enfin soutenir son raisonnement. Alors, par exemple, on trouve, comme tu l'as dit, on trouve une littérature ou des textes qui utilisent le terme nouvelle pénologie pour parler de ce qui se passe. On trouve des travaux qui vont parler de la construction, disons, de figures de délinquants contemporains. Hein, c'est ce que Jade fait d'ailleurs. On va trouver des textes qui parlent d'inflation carcérale. Je pense à Didier Fazin. On va trouver des textes qui vont parler d'imposition, disons, d'interdiction préventive. Là, je pense à Marie-Ève Sylvestre, Céline Bello et leurs collègues. Puis, on trouve encore aussi des textes qui parlent
du durcissement des peines et des lois. Puis, finalement, on trouve des textes qui parlent du caractère discriminatoire des pratiques policières et judiciaires. Alors, ça fait beaucoup de choses qui sont en lien avec Foucault. Alors, donc, l'idée de ressortir ce texte-là, c'est qu'il nous permettait ensemble, en fait, il servait de cadre théorique, puis nous permettait ensemble de réfléchir à notre actualité, puis en faisant ça, de justement aller chercher toutes ces littératures-là, tous ces travaux-là pour parler d'aujourd'hui. L'idée était de trouver, donc, de comme mesurer la distance qui nous séparait de 76, mais aussi en sachant que déjà 76, hein, l'année où cette époque-là, une époque où on pensait qu'on pouvait peut-être, la prison pouvait peut-être disparaître éventuellement, était déjà en rupture avec des pratiques carcérales d'après-guerre. Alors, donc, une sorte de continuum là, que j'ai voulu faire en dépoussiérant ce texte-là. Puis, en même temps, il est très drôle. Le Foucault a un humour intéressant. Alors, je pense que ça peut plaire à tous. Voilà. Bon, ben merci. Ben, je trouve ça intéressant. Vous parlez justement de la distance, celle qui nous éloigne de 1976. Puis j'aimerais justement revenir à 1976 bon, ma question, celle qui suit, s'adresse à M. Jean-Claude Bernheim. Vous êtes à l'origine de la venue justement de Michel Foucault à Montréal en 1976 et dans votre entretien, bon, vous revenez sur le contexte à la fois de l'initiative. Vous revenez aussi sur les environnements carcéraux, les logiques carcérales, les résistances qui s'organisaient à l'époque, les conditions de détention. 45 ans après l'allocution de Foucault, contrairement à son pronostic, bon, comme vous le soulevez dans votre entretien, on assiste non pas à une diminution de la population carcérale, mais à son augmentation. Puis on se rend compte que les conditions n'ont pas exactement changé. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est de manière très concrète. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces conditions dans les établissements carcéraux, de la manière dont elles sont finalement similaires, dont elles demeurent les mêmes entre 1976 puis aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que les sensibilités changent, que les discours changent un peu? La première chose que je voudrais relever, c'est que c'est par rapport au contexte des années 70. On était dans un contexte de contestation. Il y a toujours des contestations à toutes les époques, mais dans les années 70-80, la prison était comme institution, comme instance, remise en question considérablement. Et c'était dans ce contexte-là que Michel Foucault était invité parce qu'il critiquait de manière très acerbe l'institution carcérale et tout ce qui pouvait l'entourer sur le plan social et politique. C'était aussi un contexte où il faut comprendre que son invitation est... Bon, j'y ai participé matériellement parlant, mais on était en équipe. C'était la conséquence d'un intérêt de l'Office des droits des détenus et d'autres organismes comme Telle Ressources qui venaient en aide aux détenus. Donc, on avait une dynamique très consciente de la dimension matérielle de la prison et de son contexte politique et des instances politiques qui la maintenaient en place. Si on regarde la situation aujourd'hui, on remarque qu'il n'y a plus d'organismes pour défendre les droits des détenus, pour contester l'institution carcérale. Et il y a des personnes qui vont écrire, il y a des gens qui vont intervenir. La judiciarisation s'est beaucoup accentuée par rapport à certains éléments de ce qui se passe dans les prisons, mais il n'y a pas de lutte de groupe et collective. Je pense qu'il faut, par rapport à si on veut s'intéresser à la situation, aux conditions de détention dans les prisons aujourd'hui, il faut encore aussi regarder dans quel contexte ça se situe. Parce que la société a changé depuis les années 70, la criminalité a considérablement baissé depuis les années 90. Par contre, effectivement, la population carcérale a augmenté. Il faut trouver les explications de ça. En partie, on peut l'expliquer par le fait que les peines minimales se sont multipliées, donc la longueur des peines a augmenté. Mais nonobstant ces peines minimales, les peines aussi qui sont imposées ont augmenté. Donc, les détenus restent plus longtemps en prison.
Puis, il y a un autre mécanisme aussi qu'il faut soulever, qui, à mon avis, ne l'a pas été encore vraiment, c'est la pratique de la poursuite des procureurs de la couronne qui multiplient les accusations lorsqu'il y a un crime de commis, ce qui a pour impact d'allonger les délais et par conséquent de pouvoir négocier encore plus facilement des peines de prison. Donc, on est dans une dynamique très différente. Puis, effectivement, au niveau des conditions de détention, les choses régressent. Parce qu'on peut constater que dans l'opinion publique, au cours des années 70 et 80, je dirais qu'il y avait comme une certaine, disons, sympathie du public par rapport aux détenus. En tout cas, un certain public. Par exemple, lorsqu'il a été question de reconnaître et de permettre aux détenus d'exercer leur droit de vote, il y avait quand même un mouvement social et public favorable au droit de vote des détenus, c'est-à-dire aussi de la participation à la vie politique de la part des détenus. Mais à partir des années 80-90, avec le courant qui a mis l'accent, le courant politique, qui a mis l'accent sur la répression, des peines plus sévères, de limiter les libérations conditionnelles, etc., l'opinion publique a beaucoup changé. Mais la résultante de tout ça, ce n'est pas nécessairement une amélioration de la compréhension et de l'usage du code criminel et du code pénal. Et comme ça a été dit, ce départage qu'il y a au niveau des comportements ou des inconduites au niveau de la société, on voit qu'il prend de plus en plus d'ampleur dans le sens que cette distinction entre les personnes vulnérables sur le plan social et économique qui se retrouvent en prison et les, disons, cols blancs qui commettent des crimes qui sont de moins en moins dénoncés et de moins en moins dénoncés par des peines qui ne sont pas de la prison, mais qui seraient des peines alternatives réellement. Parce qu'en fait, si on en vient à la question des alternatives, il y en a des alternatives à la prison. On peut regarder, par exemple, comment fonctionnent les corporations professionnelles. Ils ont un syndic, ils ont des enquêtes et il y a des professionnels qui sont trouvés coupables, soit de fraude, soit de négligence criminelle qui ont mené à la mort ou à des blessures pour les médecins, etc., etc. Tous ces gens-là sont les bénéficiaires des alternatives à l'emprisonnement et au système de justice pénale. Parce que les autorités politiques ont mis de l'avant et accentué cette distinction entre les comportements qu'on criminalise par le code criminel et les comportements qu'on gère par d'autres mécanismes parallèles qui sont d'ordre civil et qui sont de fait des alternatives à l'emprisonnement, parce que l'emprisonnement ne peut pas être une peine prononcée. Alors, quand on parle d'alternatives dans le sens de Foucault qui se concentrait sur le système de justice pénale, effectivement, comme il l'a dit, puis comme on le constate, ce ne sont pas des alternatives à l'emprisonnement. C'est un élargissement des peines qui peuvent être prononcées et malgré le fait que ça prend une certaine ampleur, ça n'a jamais pris beaucoup par rapport à l'usage de l'incarcération. Donc, une augmentation finalement du nombre de personnes détenues. Il y a aussi, comme vous vous souvenez, une dégradation des conditions. Mais j'aimerais demander à Jade Bourdage de nous aider un peu à spécifier finalement qui, parce que vous le souleviez aussi, Jean-Claude Bernheim, c'est l'application de ces mécanismes-là, elle est différenciée. Ce n'est pas tout le monde qui est sujet de la même manière. Donc, justement, Jade Bourdage, dans votre entretien, c'est ce que vous nous amenez à faire, à spécifier l'application des mécanismes et de l'ensemble, finalement, de ces mécanismes du continuum punitif carcéral. Vous nous permettez de penser, pour le dire autrement, la surveillance, le rapport à la police, la punition, en fonction des différents rapports de pouvoir qui structurent la société, en fonction des différentes positions qu'on y occupe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des populations qui font l'objet d'un traitement spécifique
à partir de leur rencontre avec le pénal. Et il y a aussi des populations qui sont beaucoup plus exposées à ce genre de rencontres-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement un peu de ces populations-là, celles qui sont traitées de manière spécifique et celles qui ont beaucoup plus de chances de rentrer en relation avec le pénal? Comment est-ce que comment ce rapport-là à l'ensemble des mécanismes discutés, il est différencié finalement? Oui, mais merci pour la question, mais d'abord, je souhaitais souligner quelques petits points par rapport à ce travail. D'abord, remercier Sylvain de remettre ce texte, si on veut, de lui redonner une nouvelle vie pour le public francophone québécois. Je trouve ça très important et je vais essayer aussi d'expliquer pourquoi je trouve ça important. On a dit, oui, il y a une distance, évidemment, historique par rapport au contexte de production du texte et mon collègue, M. Jean-Claude, a bien souligné ça, mais il y a aussi une tout à fait étrange actualité de ce texte-là. Je dirais même une actualité qu'on ne lui avait pas connue avant, en fait, même ceux qui connaissaient ce texte. Donc, je souhaiterais d'abord, avant de répondre à ta question, Philippe, remercier d'abord mes deux collègues ici présents, là, M. Normando et M. Bernheim, parce qu'ils n'ont jamais lâché le morceau. Donc, ça fait des décennies qu'ils produisent des travaux et pour les jeunes chercheurs dont je suis, c'est en quelque sorte des gens qui ont participé à produire une archive aussi de l'histoire québécoise dans son rapport à l'institution carcérale, dans son rapport à la critique de cette institution carcérale, mais aussi, je souhaiterais souligner à tout le contexte québécois qui est très friand de ce qu'on pourrait appeler un discours de populisme pénal. Donc ça, c'est important de le souligner parce que je pense qu'il est très, très fort actuellement, ce discours-là, qui justifie par toutes sortes de mécanismes le système carcéral, qui justifie le fait qu'on ait des peines plus sévères selon certains types de délinquance ou d'actes criminels, alors qu'on sait que nos prisons sont majoritairement habitées, constituées par des gens qui ont commis des infractions. Donc, pas du tout des crimes lourds. Et le populisme pénal va beaucoup s'amuser de faire cette différence entre le crime très grave, et c'est souvent l'argument qu'on va nous servir lorsqu'on critique l'incarcération ou le système pénal. On va dire, oui, mais qu'est-ce qu'on ferait avec les crimes lourds? Donc, c'est un mécanisme qu'on a et c'est quelque chose qui nous empêche aussi de réfléchir collectivement à ces questions-là. Donc, je les remercie pour cette archive. Je remercie évidemment les éditions de la rue d'Orion, mais je les remercie pour quelque chose qui m'apparaît extrêmement fondamental, c'est-à-dire qu'il y a un contexte où il est extrêmement important, me semble-t-il, de valoriser une production critique francophone au Québec. Parce que, au niveau du grand public, notamment, on est très, très loin du compte dans notre connaissance de cette critique de l'institution carcérale et du système de justice pénale et de tous ces mécanismes, tous les continuums de surveillance. Une production critique francophone qui ne passerait pas, encore une fois, par le centre de l'Empire des lettres, c'est-à-dire Paris. Hein? C'est intéressant, il y a une production au Québec et il faut la valoriser, comme les travaux, par exemple, de mes deux collègues ici présents. Donc, ça m'apparaît extrêmement important. Et le risque aussi, le risque qu'accepte de prendre les éditions de la rue d'Orion en publiant des textes aussi critiques, avec une portée aussi critique, et en traduisant aussi des textes de nos alliés et nos collègues anglophones. Parce que les textes anglophones critiques de l'institution carcérale sont disponibles, ils sont là. On a du mal à trouver les moyens de les traduire pour avoir du matériel pour réfléchir à ces questions-là. Et évidemment, remercier Gabriella également, parce que la librairie Racine a un rôle fondamental, me semble-t-il, social à jouer dans cette diffusion des savoirs critiques francophones, notamment par le fait de son mandat qu'elle s'est donné de décoloniser nos bibliothèques. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas passer par le centre de l'Empire des lettres systématiquement
qui est Paris. Mettre en contexte un peu aussi, pour répondre à ta question, le moment où je rencontre Sylvain, hein, le moment où je rencontre Sylvain, c'est un moment important, c'est à pareille date l'an dernier, où justement les éditions de la rue d'Orion avaient accepté, avaient fait le pari qu'il était temps que nous traduisions des ouvrages, des pensées de critique radicale du système carcéral, c'est-à-dire le travail de ma collègue Jackie Wang sur le capitalisme carcéral. Un livre dans lequel elle va déplier également, comme tu le soulignais tout à l'heure, Philippe, tous les mécanismes actuellement du complexe d'incarcération massive aux États-Unis. Et je tiens à souligner parce que ma contribution dans l'ouvrage s'inscrit dans ce contexte-là, dans ce contexte de mettre en lumière des mécanismes du capitalisme carcéral, notamment, mais pas seulement. Il me paraît un obstacle. Il y a un obstacle, en fait, au Québec à la critique de la carcéralité, c'est notre propension à se penser sous le mode de l'exceptionnalisme. Et c'est ce que je dis d'emblée hein, dans mon introduction. Je dis, il y a une propension des sociétés occidentales à toujours se penser sur le mode de l'exceptionnalisme, c'est-à-dire de se penser plus vertueuse que ces sociétés voisines. Donc, le Québec a en particulier cette propension à penser qu'il est une exception par rapport à nos voisins du Sud, par exemple, sur ces questions-là. Et il m'apparaissait important de démonter un peu cette question-là, notamment en insistant beaucoup sur le fait que ce ciblage dont tu parles, Philippe, qui se trouve dans ma contribution, il est partout construit dans nos sociétés sous les mêmes mécanismes. Le ciblage, il est économique, il est racial, il est culturel, il est social. Donc, ces mécanismes-là, nos sociétés contemporaines les ont toutes en commun. Et ça m'apparaissait important. Ce qui veut dire, et c'est ce que je souligne dans cette contribution-là, qu'il y a des populations qui sont plus visibles dans l'œil de l'État pénal. Et ça implique toutes sortes de conséquences, dont la surreprésentation toujours des mêmes groupes dans l'État pénal. Et ce que je souligne, par exemple, dans le texte, c'est qu'on parle souvent de populations exclues et on aura tout un discours très progressiste sur cette question-là d'inclure, de plus d'inclusion. Mais ces populations-là, et je parle de plusieurs, entre autres, elles sont au contraire pas exclues de l'État pénal, comme si nous avions des concitoyens qui vivent dans un autre monde que nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'État de droit, ce qu'on appelle l'État de droit. Ils vivent constamment dans cet État pénal et dans ce système qui, par toutes sortes de dispositifs, de continuums, moi j'enseigne évidemment en travail social, donc je parle souvent aussi, il y a des logiques carcérales à même les institutions d'intervention, les institutions du ministère de la Santé et des Services sociaux, par exemple. Donc, des logiques de prise en charge de tous des pans de la population très ciblés, en fait. Donc, c'est un peu ce que je développe dans le texte, d'insister beaucoup sur le fait que pendant que plein d'entre nous pourront toujours se vanter de n'avoir jamais eu rien à faire avec la police, d'autres vivront dans le quotidien perpétuel, toujours répété, de ne vivre que dans un contact avec ces institutions pénales, notamment, qui ne sont pas, comme le soulignait Foucault, que des barbelés, des miradors et des prisons. Merci beaucoup pour cette réponse, puis aussi pour la mise en contexte du début. Je trouve que c'était important de le faire, puis j'ai envie de continuer un peu dans cette direction-là, puis en revenant peut-être un peu plus spécifiquement à Foucault, puis la question que j'ai envie de poser s'adresse à André Normando, parce que je pense que vous êtes bien placé pour nous parler justement de la réception de Foucault au milieu des années 70
à Montréal. Et c'est ce que vous faites justement dans votre contribution à l'ouvrage. Alors, vous nous dites dans votre entretien que cette réception-là, elle aurait été relativement timide. Et puis, je voulais vous demander si vous pouvez justement nous parler un peu de la marque qu'a laissé Michel Foucault sur la criminologie, spécifiquement à Montréal. Jade soulevait qu'on vous doit notamment à vous d'avoir créé, si on veut, une sorte d'archive. Mais justement, j'ai envie de la mobiliser, ça, pour vous demander quelle est la marque qu'a laissé Michel Foucault, autant au niveau des orientations de la discipline, qui, à première vue, en tout cas pour moi, qui est quelqu'un de l'extérieur de la discipline, m'apparaissent assez multiples, assez éclatées quand même. Donc, quelle est la marque que Foucault a laissée et sur les orientations, aussi sur les méthodes, sur les outils conceptuels, sur les ruptures, sur les débats en criminologie? Alors, comme on dit, une vaste question. Je vais juste faire une petite note préliminaire. C'est vrai que dans l'entretien que j'ai donné à notre ami Sylvain, j'ai mentionné que son accueil scientifique, donc, avait été relativement timide. En y repensant, je pense que j'aurais dû ajouter une nuance importante parce que le mot timide était probablement trop fort, parce que dans les faits, la conférence que nous avions organisée avec Jean-Claude, donc à l'Université de Montréal, nous avions donc utilisé la grande salle, qui est une salle de 1000 places, et elle était remplie, à ma connaissance, avec des gens qui étaient même assis dans les couloirs. Donc, il y avait eu, parce qu'il ne faut pas oublier, on est en 1976, mais son livre pour la criminologie, évidemment, le livre le plus important, c'est « Surveiller et punir », avait été publié à peine quelques mois auparavant, avait eu un impact au sens où, au moins, les professeurs les plus impliqués au niveau, au moins, de l'emprisonnement, des alternatives de l'emprisonnement, étaient donc intéressés par le sujet. Donc, on en avait parlé abondamment aux étudiants de tous les niveaux. Certains professeurs en avaient fait même un travail obligatoire d'une certaine façon, de réflexion à partir de la conférence de Foucault. Et comme Jean-Claude l'a mentionné tantôt, la période des années 70-80 est une période, du moins en criminologie institutionnelle à l'université, mais aussi par nos praticiens sur le marché du travail, il y avait une contestation réelle de la prison. Et donc, le thème des alternatives apparaissait en sciences sociales et en criminologie comme un thème non seulement important, mais le thème de l'avenir de l'emprisonnement. Donc, une substitution à l'emprisonnement. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier qu'au Moyen Âge et jusqu'au 19e siècle, l'emprisonnement était vu par les gens, en guillemets, éclairés, comme une alternative la plus humaine possible parce qu'on la comparait aux supplices de toutes sortes qui existaient jusqu'à l'utilisation abondante de la peine de mort. Mais dans les années 70 et 80, déjà cette image que l'emprisonnement était donc une peine très humaine, relativement beaucoup plus humaine que tout ce qui avait existé par le passé, était remis en question à cause des conditions de vie. Évidemment, l'Office des droits des détenus et d'autres organismes à l'époque avaient permis donc une connaissance beaucoup plus approfondie que dans les années précédentes de ces conditions de vie. Donc, une critique de l'emprisonnement par les conditions de vie et un plus, une image très favorable pour l'emprisonnement, pour les alternatives de l'emprisonnement. De sorte que je ne me souviens pas exactement si c'est avec Jean-Claude Bernheim ou autrement, avec quelques professeurs de chez nous, mais je pense qu'on avait incité, avant même sa venue, M. Foucault à traiter des alternatives à l'emprisonnement plutôt que de reprendre son livre « Punir, surveiller et punir ». Mais on avait spécifié que c'était avec la même problématique de base de sa réflexion,
mais on lui avait demandé d'appliquer ce modèle-là aux alternatives à l'emprisonnement. C'est sûr que ce n'était pas dans son registre familier. Donc, il avait réfléchi surtout, évidemment, au terme de punir. Quand il est arrivé chez nous pour la conférence, donc, je présidais la conférence avec 1000 personnes dans l'auditorium et j'avais été très surpris qu'il n'avait aucun texte entre les mains. Donc, il avait quelques feuillets où il avait griffonné quelques mots. J'étais assis à côté de lui, donc je voyais bien que ce n'était pas un texte suivi. Et heureusement, on avait pensé à enregistrer la conférence, ce qui explique qu'aujourd'hui, et évidemment, comme l'a expliqué Sylvain, il y a eu à quelques reprises des tentatives de publication de ce texte-là, ou en partie, mais c'est toujours à partir d'un enregistrement unique et non pas d'une conférence qu'il avait écrite. Et je pense que même M. Foucault, j'en suis persuadé, pour avoir parlé avec Jean-Paul Brodeur qui avait repris le texte, n'a jamais eu l'occasion de reprendre le texte imprimé ou même avant son impression. Et il aurait eu probablement donc un certain nombre de, pas peut-être de corrections, mais d'items à mentionner. Alors donc, timide, je retire mes paroles finalement, sous toute réserve, parce que avec 1000 places, 1000 étudiants, 1000 professionnels, parce qu'on avait invité beaucoup des professionnels dans le domaine, d'autres professeurs d'université, les logs aussi, plusieurs logs, pas seulement des criminologues, les sociologues, les psychologues étaient intéressés. Donc, dans ce sens-là, ça a été un événement, hein, le terme événement. Et donc, ça a été plus qu'un accueil timide, c'était un accueil relativement élargi et relativement donc fort apprécié. Maintenant, par rapport à la question, la marque laissée donc par Foucault, du moins en criminologie, donc d'autres parleront en sociologie ou en psychologie, etc. Mais pour la criminologie, l'impact de Michel Foucault a été important, je vais le montrer tantôt, mais il a été aussi très sérieux. C'est-à-dire que dans un département de criminologie, déjà à l'époque, et même aujourd'hui, ce sont des départements éclatés parce que la criminologie pige en psychologie, en sociologie, en sciences politiques, en droit pénal. Et donc, il y a des professeurs qui enseignent, qui font des recherches, disons, en psychologie de la criminalité, en psychologie du criminel, de la victime d'actes criminels. Et à ce moment-là, ils sont intéressés à ce qui les rapproche le plus des bases psychologiques qu'ils appliquent aux criminels, aux délinquants, aux jeunes délinquants, etc. La même chose pour ceux qui s'intéressent en sociologie criminelle, sociologie de la justice, des institutions, de sorte que, à l'époque, donc, la conférence de Foucault n'a pas été reprise au sens d'avoir un impact dans l'enseignement de ceux qui faisaient de la psychologie criminelle, un peu plus dans ceux qui enseignaient la sociologie criminelle. Et dans ce sens-là, ça a marqué une partie du corps professoral, une partie des recherches. Je vais y revenir dans un instant si j'ai le temps, mais ça n'a pas été au complet dans tout le spectrum de la criminologie. Et même si j'allais aux États-Unis ou ailleurs, pas seulement en passant à Marcel Foucault, mais comme j'ai fait, moi, 5 ans d'études aux États-Unis en criminologie et que j'ai toujours eu un grand réseau du côté américain jusqu'à aujourd'hui, je dois dire que cette criminologie éclatée existe à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, vous pouvez avoir des professeurs en criminologie, mais spécialisés en psychologie criminelle qui n'ont jamais entendu parler de Foucault. La même chose pour ceux qui enseignent le droit pénal, même appliqué dans des départements de criminologie. Donc, il faut être réaliste. Ça n'enlève pas le mérite de Foucault, de l'ensemble de son œuvre, même de cette conférence spécifique et du bouquin Foucault à Montréal, mais il faut le mettre en perspective. La deuxième partie de la question était l'impact historique par la suite. Alors, je dois dire que l'impact, même s'il était limité, a été quand même pris au vol
par des professeurs et des chercheurs, des intellectuels importants dans l'histoire de la criminologie au Québec. D'abord, Jean-Paul Brodeur, un ancien professeur de l'Université du Québec, alors comme Jade, et qui venait de la philosophie et qui avait fait son doctorat en philosophie à l'Université de Paris. Et donc, c'est un hasard qui fait qu'un jour, par un étudiant qu'on avait envoyé suivre un de ses cours parce qu'il traitait de la philosophie de la peine, de la punition, il s'est intéressé à la criminologie, qu'il a éventuellement changé d'orientation, en partie du moins, parce qu'il a toujours gardé quand même son fort substrat de philosophe, mais il s'est intéressé surtout à des phénomènes comme la police. Et donc, lui, il a parlé abondamment des recherches et des idées de Foucault qu'il a intégrées dans ses enseignements, dans ses recherches. Et il a eu une influence importante, évidemment, par la suite, puisqu'il a enseigné chez nous. Il est décédé en 2010, mais il a enseigné avec ce contexte-là pendant plus de 25 ans. Ensuite, l'autre, mais au niveau plus théorique et au niveau méthodologique, qui a utilisé beaucoup donc Michel Foucault, c'est Pierre Landreville. Landreville avait collaboré déjà avec Jean-Claude Bernheim et les gens de l'Office des droits des détenus. Donc, il travaillait sur les conditions de vie, une remise en question des conditions de vie des détenus dans les prisons. Et donc, lui, il a développé vraiment une criminologie critique, critique de l'enseignement, de critique de l'emprisonnement, des alternatives à l'emprisonnement, toute sa carrière. Le troisième professeur qui a vraiment intégré le modèle de Foucault, mais lui, vraiment au niveau théorique et méthodologique, c'est Jean Poupart. Jean Poupart avait eu son diplôme de l'Université McGill. Il avait travaillé avec des professeurs américains qui travaillaient en méthodologie qualitative. Et Jean Poupart, avec donc l'impetus de Foucault et de d'autres personnes, a rapidement développé un enseignement que nous n'avions pas du tout, parce que de 1960, la Fondation du département de criminologie jusqu'à le milieu des années 70, la seule méthodologie qui était vraiment pratiquée au sens large, c'était une méthodologie quantitative. Et c'est Jean Poupart, en s'inspirant un peu de l'approche de Foucault et évidemment de d'autres personnages importants en dehors de la criminologie de l'Université de Montréal, Luke Usman, donc de Hollande, les jeunes criminologues britanniques à l'époque qui avaient écrit des livres sur le radical criminology, et en particulier les Scandinaves, avec Niels Christie et compagnie, qui avaient développé des modèles de criminologie radicale, criminologie critique, mais en l'adaptant, en regardant de près le modèle de l'emprisonnement, l'appliquant au modèle de l'emprisonnement et des alternatives. Donc, dans ce sens-ci, si je regarde maintenant ce qui arrive dans les années 2015-2020, donc, actuellement, il y a donc un jeune, parce qu'on change de génération, un jeune, c'est relatif, 35-40 ans, un nommé Anthony Amicel, qui devait participer, qui a participé donc au livre, mais qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, qui poursuit un peu la tradition de Foucault, adaptée évidemment avec les années, mais qui se limite à 1, 2 ou 3 collègues et à quelques étudiants de doctorat qui s'intéressent à ce phénomène-là. Donc, Foucault a eu une influence. Il a eu une influence réelle, mais parcellaire. Il a touché les 3 professeurs que je viens de mentionner de façon profonde, de façon approfondie. Et donc, il continue, au moins son nom est connu, mais si je prenais les 30 professeurs à temps plein au département de criminologie de l'Université de Montréal, si je faisais un sondage, je fais une hypothèse que vous auriez 3 professeurs sur 30 seulement qui connaissent Michel Foucault et le livre Surveiller, punir et même sa conférence qui est dans le livre de notre ami Sylvain Lafleur. Bon, merci beaucoup. Ben, donc, on dit timide, mais en fait, pas partout.
J'aimerais poser une question relativement similaire à Jean-Claude Bernheim, dans le fond, similaire au niveau de, pas exactement de la réception, mais parce que vous en parlez quand même dans votre contribution, on dit, on a l'impression, ou en fait, vous nous dites, M. Normando, que une des raisons pour lesquelles la réception n'est pas si timide, c'est qu'à ce moment-là, il y a une contestation claire qui est en place. Il y a une réelle contestation des logiques carcérales, des conditions d'existence dans les prisons et ainsi de suite. Et puis, vous l'avez évoqué, M. Bernheim, dans votre première réponse, mais cette remise en question-là, là, si on essaie de tracer un parcours, de voir où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui, comment est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a reculé, est-ce qu'on garde les enseignements de ce qui s'est fait autour des années 70-80, où est-ce qu'on en est finalement? Bien, je dirais que malheureusement, on a plus stagné, sinon régressé par rapport aux années 70-80. Il faut comprendre que l'intervention de Foucault, la dynamique qui prévalait à l'époque, était aussi accompagnée du courant abolitionniste, parce que la critique était beaucoup centrée sur la prison, mais a évolué. Il y avait la Conférence internationale pour l'abolition des prisons qui a changé de nom au début des années 80 pour devenir l'abolition du système pénal. Alors, on était dans une dynamique où on remettait tout le fonctionnement du système en question et non pas seulement la prison. Mais le courant abolitionniste s'est heurté au courant politique de droite, au populisme, qui mettait l'accent sur la peine, l'aggravation des peines pour des peines plus longues et plus systématiques. Et on doit malheureusement admettre qu'à partir du début des années 90, la bataille, entre guillemets, a été pas totalement perdue, mais je veux dire, elle est plutôt souterraine qu'autre chose. Au moment où on se parle, il n'y a vraiment pas de courant par rapport à la remise en question de l'institution de la prison. Il y a des critiques, mais tout ce qu'on voit, c'est que ces critiques portent beaucoup sur des éléments du système, d'un bout à l'autre du système, mais ce sont toujours des petites parties. Et il n'y a pas de remise en question des principes sur lesquels le code criminel est basé. Il n'y a pas du tout de, comment je pourrais dire, de révolte. Parce qu'à l'époque, on était dans il faut tout situer les années 70-80 dans une période de révolte avec mai 68 en Europe, la guerre au Vietnam aux États-Unis, le FLQ au Québec. On avait tout ce contexte-là qui n'existe plus maintenant. Je pense qu'il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive. On voit qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus critiques. On sent qu'il y a des velléités de regroupement. Je pense que peut-être d'ici quelques années, je dirais un office bis pourrait redémarrer. Mais ce n'est pas facile. Je veux dire, l'Office des droits des détenus, sur le plan juridique, existe encore. Récemment, il y a 2, 3, 4 ans, il y a eu des changements législatifs au niveau des organisations à but non lucratif et j'ai réussi à faire introduire dans les lettres patentes de l'Office qui existe, mais qui n'est pas en vie vraiment, j'ai inscrit l'abolition. Et peut-être qu'il y aura quelques personnes qui vont vouloir reprendre le combat au niveau de l'abolition, parce qu'il faut passer par cette approche qui est radicale. Parce que tant et aussi longtemps qu'on est critique, sans que la critique soit radicale,
eh bien, ça fait l'affaire des pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques s'adaptent très bien à une critique, même une forte critique, parce qu'ils ont les moyens, ils ont les ressources pour y faire face. Mais face à une critique radicale, bien structurée et systématique, ce qui veut dire que l'agenda de la contestation ne vient pas à partir des situations scandaleuses qui peuvent émerger, mais que les situations sont rendues scandaleuses parce qu'on conteste le système. Et pour ça, il faut avoir une bonne connaissance des choses. Et Foucault a été très utile dans son approche historique, parce que pour comprendre une situation contemporaine, on ne peut pas faire abstraction de l'histoire qui précède. Et en connaissant l'histoire qui précède, on comprend qu'il y a un fil conducteur et que le fil conducteur, c'est le pouvoir politique. C'est à ce niveau-là qu'il faut porter la réflexion. C'est la façon dont le pouvoir politique mène le discours et comment il manipule l'opinion publique. Bien, merci beaucoup. Puis je voulais justement continuer dans cette direction-là en posant une question à Jade Bourdage. Bon, je voulais demander très largement quelles sont les urgences contemporaines, mais en même temps, à la fois, il y avait quelque chose qui me traversait l'esprit. Puis je suis content, on a reçu une question de la salle d'Isabelle Gervais qui va dans la même direction au sujet finalement de la professionnalisation des criminologues au Québec comme des outils du pouvoir dans une certaine mesure, ou aussi au niveau de leur socialisation. Comment est-ce qu'on compose avec tout ça? Bien, il y a plusieurs choses, là. Moi, j'arrête pas de prendre des notes depuis tout à l'heure parce qu'on pourrait discuter tellement longtemps sur cette histoire au Québec depuis les 30, 40 dernières années, et on pourrait même aller bien avant, bien au-delà. Une chose qui m'apparaît fondamentale et qu'on oublie souvent, ou du moins lorsqu'on est professeur d'université ou chercheur, ce n'est pas quelque chose sur lequel on se penche souvent, mais quelle est la part de la production de nos savoirs experts dans toute cette problématique de logique carcérale dans nos sociétés, puis dans leur maintien aussi, et dans le ciblage des populations. Et puis moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, et c'est pour ça que j'accueille cet ouvrage-là avec énormément d'enthousiasme, parce que le sous-titre, c'est bien « Réflexion pour une criminologie critique », donc dans l'espoir que nous aurons le développement d'une criminologie critique radicale au Québec, parce que je pense que, et c'est pas vraiment juste le propre de la criminologie, toutes les formations professionnalisantes qui produisent des intervenants sociaux, des gens qui vont travailler dans les institutions publiques ou dans le domaine également privé ou dans toutes sortes de continuums de surveillance, c'est une caractéristique des dernières décennies. C'est-à-dire, nous sommes dans une conjoncture où, comme le soulignait mon collègue M. Bernheim, la critique a perdu du terrain. On produit des savoirs experts qui nous permettent de justifier qu'on cible des populations. On est en train de justifier les mauvaises pratiques qu'on a, mais par toutes sortes de savoirs experts. Puis le fait de ces écoles, de ces savoirs-là qui ont peu de dimension critique, bien, c'est près de 30 ans de formation de professionnels. Donc, qui sont aujourd'hui dans nos institutions et qui interviennent avec des populations qui sont prises dans les maillages de la carcéralité de nos sociétés. Donc, c'est comme si on en est venu, puis je le souligne aussi dans mon texte, par exemple, on en est venu à faire des relations de causalité presque spontanées. Je prends l'exemple, on est plus enclin dans nos sociétés à penser, par exemple, que les pauvres sont beaucoup plus enclins à avoir des pratiques de négligence ou de maltraitance envers leurs enfants que des populations plus favorisées ou des familles plus favorisées.
Et bien sûr, on a plein de statistiques à l'appui parce que ces populations-là sont surreprésentées dans toutes nos statistiques d'institutions de prise en charge et d'intervention. Donc, nous sommes, si on veut, dans un cercle vicieux parce que ces populations-là sont devenues beaucoup plus visibles dans l'œil de l'État, comme je le soulignais, donc beaucoup plus prises en charge, alors que l'on a tous des ensembles d'autres pans de nos populations qui peuvent passer par d'autres circuits qui vont les rendre complètement invisibles à cette carcéralité-là, puis à cette manière de contrôler les populations et de profiler les populations. Donc, je pense que comme chercheurs, comme professeurs, nous sommes à un moment où nous avons une énorme responsabilité pour développer des savoirs critiques et des savoirs critiques radicaux également. Et c'est pour ça aussi que je trouve, et je vais prendre 2 petites minutes pour revenir sur la question des groupes et des résistances et des mobilisations sur ces questions-là actuellement. L'année dernière, je témoignais, par exemple, à la commission Laurent, la commission d'enquête actuelle sur la DPJ, et je parlais de cette question des logiques carcérales qui caractérisent nos institutions publiques. Et j'ai un souvenir de faire très attention parce que, bon, c'est bien connu, je ne suis pas une réformiste, mais j'avais accepté de jouer le jeu parce que je pense que nous avons un rôle important pour pousser notre imagination le plus loin possible, notre audace, notre volonté politique également, pour des réelles transformations radicales de tous ces systèmes-là. Et je me souviens que je devais faire vraiment attention, hein, parce que si on a un discours trop critique, immédiatement, on va avoir tout un discours de populisme pénal qui va venir nous récupérer par le coin droit et qui va discréditer la critique qu'on essaye de former. Donc, il faut faire vraiment attention. Et aussi parce que la question de l'abolitionnisme carcéral n'est pas quelque chose qui est passé dans le vocabulaire commun en territoire francophone québécois. Mes collègues qui travaillent dans les universités anglophones ont beaucoup plus de facilité à discuter de ces idées-là, à parler de ce type de savoir critique-là, alors que dans les institutions francophones de criminaux, de psychoéducation, de travail social, on a beaucoup de difficultés avec ces idées-là parce que ce n'est pas passé dans le registre du langage. Ça, c'est l'année dernière. On présente capitalisme carcéral, il y a foule. On sent que le vent tourne. Et là, c'est avant la mort de George Floyd. Et cette année, il y a une conjoncture extrêmement spécifique. Il y a des relations et des alliances qui sont en train de se créer au Québec sur ces questions-là. Et la population québécoise, pour la première fois en français, entend parler de cette question-là du désinvestissement de la police et de l'abolitionnisme carcéral sur un plan beaucoup plus large, plus diffus dans la société. On entend ça. Donc, moi, je demeure enthousiaste par rapport à ça. Je remercie tous les gens qui sont mobilisés dans ces coalitions-là. Il y aura peut-être également des organismes de défense de droits qui vont naître de cette nouvelle coalition-là et de ces nouvelles relations qui sont en train de se créer dans la société québécoise. Et puis, je sais que, par exemple, pour moi, mon travail ne sera plus jamais le même. J'ai plus besoin de passer par plein de détours. Nous sommes en train d'entendre ces choses-là. Nous sommes en train de produire des savoirs qui pourraient nous mener à réfléchir de manière beaucoup plus radicale sur ces questions-là et réflexive aussi. Quelle part d'imputabilité nous avons dans ce qui nous arrive aujourd'hui et dans comment on traite les jeunes, par exemple, que l'on catégorise comme déviants ou délinquants, comment on se sert de toutes sortes de formules pour continuer à les profiler, notamment certaines populations. Donc, moi, je demeure assez enthousiaste. Il y a des gens qui sont là partout et qui commencent à s'interroger sur ces questions. Merci beaucoup. J'aurais une question à poser à M. Normando, puis ensuite, la dernière qui vient de moi sera pour Sylvain Lafleur, puis après ça, je prendrai quelques questions du public, mais je voulais vous demander, André Normando, bon, à la lumière de ce qui vient d'être dit par Jean-Claude Bernheim et par Jade Bourdage, vous
vous soulevez dans votre entretien que, bon, les luttes sociales précèdent souvent le travail théorique. Alors, la question que j'ai à vous poser, qui est, bon, peut-être un peu trouble-fête, mais en même temps, disons, réaliste, est-ce que, à votre avis, il y a de la place? Est-ce qu'on peut envisager ces changements-là en criminologie? Est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'on peut s'attendre à ces changements-là au niveau de la discipline qu'on a l'air de s'entendre pour dire qu'ils sont si nécessaires? Écoutez, ça sera toujours limité. Le grand changement, quand on parle du modèle abolitionniste des années 70-80, même si on le reprend à la moderne et que c'est presque un outil pédagogique pour forcer les gens à réfléchir, c'est sûr que, écoutez, c'est sûr, à mes yeux, okay, que d'abolir, par exemple, des prisons, même en pensant dans les siècles à venir, c'est malheureusement pas possible dans le sens que faut appeler un chat, il y aura toujours une punition pour des gens qui vont voler, qui vont violer, qui vont frauder, etc. Sauf que, moi, je pense que la criminologie peut élargir le corridor de ce qu'on peut appeler un corridor d'une criminologie critique. Et dans ce sens-là, il y a quand même des éléments. Par exemple, il y a un certain nombre de criminologues, des universitaires, mais des praticiens aussi, qui interviennent lorsqu'il y a discussion au Parlement d'Ottawa en général des changements législatifs au droit criminel pour amener les législateurs à considérer que, par exemple, les crimes économiques, les fraudes, corruption, collusion sont devenus plus importants et dans ce sens-là que le code pénal doit être changé, doit être donc amélioré dans ce secteur-là. Et si c'est le cas, ça déboule parce qu'au moment où il y a des changements législatifs de cette nature-là, la police va commencer à s'occuper beaucoup plus, évidemment, des crimes. J'utilise l'expression crime économique, crime en col blanc au sens large, je pense que les gens comprennent, mais avec des phénomènes aussi pour la police, comme le racisme, qu'on appelle racisme systémique ou non, l'importance de la police lorsqu'elle intervient auprès des itinérants. GEDOC, Céline Bello et d'autres ont un laboratoire qui concerne ces phénomènes-là. Et donc, par rapport aux petits voleurs de tous les jours, de changer le paradigme pour s'occuper des grands voleurs qui sont beaucoup plus orientés vers des gens de classe moyenne, de classe favorisée, des hommes, des femmes d'affaires, de toutes sortes. Je pense que ce serait déjà un plus. Et dans ce sens-là, on serait fidèle un peu à la mémoire de Foucault ou de d'autres personnes de ce qu'on a appelé le modèle abolitionniste, de penser que ça peut être fait dans les prochaines années. Maintenant, à partir des codes pénals, à partir de la police, le travail de la police, il y a aussi le travail des tribunaux. Alors là, de nouveau, les tribunaux ont à se remettre en question et à voir comment on peut intervenir de façon plus sérieuse sur la criminalité économique, parce qu'actuellement, on sait que dans ce domaine-là, je dis la plupart, mais en fait, les études de certains de mes collègues indiquent que peu de causes entrent au tribunal pour des crimes économiques et de celles qui entrent au tribunal, 9 sur 10 sont mises de côté parce que les gens qui sont accusés ont les moyens, évidemment, de se payer, c'est une vieille image, mais de se payer les bons avocats. Et dans ce sens-là, donc, il y aurait une remise en question du travail des tribunaux par rapport à ce secteur d'activité. Et finalement, au niveau des prisons, de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, d'utiliser l'orientation abolitionniste. On parle de l'abolition du pénal, comme Lokusman d'Auguste de Mémoire, notre Hollandais favori. Incidemment, ces gens-là sont tous passés par Montréal. Je mentionnais donc un peu les fers de lance, les jeunes Scandinaves de l'époque, les jeunes Britanniques de l'époque. Lokusman, qui était plus âgé, mais qui avait une force, une vigueur intellectuelle impressionnante. Donc, aujourd'hui,
remettre ce modèle-là pour forcer les gens à réfléchir à des alternatives. Ça va prendre donc beaucoup de boulot, beaucoup de travail, mais c'est possible puisqu'on a réussi en partie dans les années 70 et 80. Maintenant, il faut être raisonnable aussi. Il faut appeler un chat un chat. Quand Foucault parle de surveiller et punir, on ne peut pas utiliser ce modèle-là en disant qu'un jour, il n'y aura plus de surveillance, qu'il n'y aura plus de punition. Il va y en avoir. Il faut évidemment plus penser comment, lorsqu'on punit, on peut punir avec soit des modèles humanitaires plus élaborés, même quand c'est un modèle punitif plus strict, de penser qu'après un certain nombre d'années, avec une certaine aide à l'intérieur des pénitenciers, on peut réorienter ces gens-là pour mener une vie plus productive. Je sais que c'est un modèle criminologique un peu traditionnel, de penser donc à un modèle pénal humain, humanitaire. Mais je suis persuadé, même après avoir passé 50 ans de ma vie en criminologie, que c'est probablement le seul moyen d'élargir le corridor de la tolérance, d'élargir le corridor d'une criminologie critique qui nous mène donc à un modèle de société plus juste. Je deviens un peu trop un prêtre et un preacher, alors je m'arrête à ce moment-ci, mais je dois dire, et ce n'est pas du chiquet de ma part, qu'après 50 ans dans le domaine, je crois toujours à ce modèle humanitaire. Et donc, il y aurait à tout le moins un espace à l'intérieur de la discipline. C'est quand même encourageant. Je pense que il y a quand même ça à garder en tête. Peu importe si tout le monde est d'accord sur où est-ce que ça va aller, il y a un espace pour ces réflexions-là, ces discussions-là qui peuvent se faire, oui, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même de la criminologie. Donc, et bon, ben, ma dernière question, ensuite, je prendrai quelques questions. J'ai dit de la salle tout à l'heure, mais bon, vous aurez compris que c'est du public. Ma dernière question, ben, elle est à Sylvain Lafleur, finalement. Je pense que c'est à vous de conclure en bonne et due forme cette séance. Bon, vous qui avez rendu possible ce projet-là, qui, à mon avis, aura, et puis on en a peu parlé pour l'instant, mais qui aura, à mon avis, un écho quand même assez intéressant aussi à l'extérieur des milieux de la criminologie. J'aimerais vous demander, même si pour l'instant c'est quand même difficile à dire, étant donné que bon, ben, le livre va vivre de lui-même à partir de maintenant, mais à quel niveau est-ce que vous pensez que Foucault à Montréal va être mobilisé dans l'action politique? Qu'elle soit militante ou institutionnelle, le livre en tant que tel. Ouais, ben, oui, effectivement, merci Philippe. C'est effectivement difficile à prévoir ou présager parce que, bon, c'est en dehors de notre contrôle. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est qu'en premier, évidemment, c'est un livre d'introduction assez accessible. Je ne sais pas si les gens dans la salle ont pu saisir ça. C'est un livre, c'est un page-turner, tant qu'à moi. Puis, c'est quelque chose qui évidemment, pourrait plaire à tous. C'est quelque chose pour un ouvrage de sciences sociales, c'est ça, d'introduction assez accessible. Puis bon, je pense que, alors, juste comme en partant de ça, il peut bien vivre ou il peut être bien reçu. Je peux dire que c'est un livre que moi, j'aurais aimé avoir à 20 ans. Parce qu'il offre plusieurs pistes de réflexion. On aborde plusieurs sujets dans le livre, à travers les différents entretiens. Puis, je pense que ça peut donner justement à des étudiants, des jeunes étudiants, étudiantes, à des jeunes chercheurs, des problématiques. Ça peut déjà les diriger dans des pistes de recherche pour justement pouvoir pousser la réflexion, justement à partir de tout ce qu'on a, nous, mobilisé comme référence dans nos entretiens. Alors, donc, juste au niveau universitaire, puis on sait que le milieu universitaire est un milieu assez libéral, mais pas nécessairement toujours en phase avec les mouvements sociaux et pas toujours contestataire, mais je pense qu'on pourrait, avec
un lecteur de ce livre pourrait trouver des problématiques pour aller dans ce sens-là. Puis, pas nécessairement juste en criminologie, parce que tu disais que comment ça pouvait vivre, la réflexion. Évidemment, criminologie, travail social, mais ailleurs aussi. Le texte d'Anthony Amisel, qui travaille sur disons, sur les façons de gérer les crimes économiques ou les délits financiers, ben, c'est quelque chose qui pourrait faire écho à quelqu'un qui est en sciences comptables ou en sciences économiques. Alors, je pense qu'on peut sortir de... Le livre va plus loin que criminaux et que, disons, travail social ou droit ou sciences juridiques. Pour ce qui est du côté militant du livre, ou comment ça peut être reçu dans le monde disons, militant, évidemment, là aussi, c'est dur à savoir ou à prévoir ou à réfléchir. Par contre, il y a un point qui m'a intéressé beaucoup. Dans l'entretien avec M. Bernheim, dont on sait, on parle des années 70 comme une époque très militante où peut-être les détenus étaient vus comme des victimes d'un système abusif ou, inégalitaire. Sauf que M. Bernheim souligne qu'il y a eu une avancée des droits des détenus parce qu'il y avait des porte-paroles qui pouvaient relayer leur cause. Inversement, Jade Bourdage, dans notre entretien, souligne que les droits des jeunes, je ne dirais pas délinquants, c'est le terme que je n'aime pas, mais des jeunes contrevenants, je ne sais pas comment l'appeler, Jade, tu me diras le terme que tu préfères, mais que ces droits-là sont à peu près inexistants, faute justement de porte-parole ou de personnes, enfin, qui essaient, mais qui être capables de mettre de la lumière sur leur situation. Alors, si le livre peut aider à montrer l'importance de la représentation pour certaines causes, dans le monde militant, ça serait déjà pas mal. Puis aussi, peut-être réfléchir ou montrer que peut-être il y a aussi une hiérarchisation des combats, puis que tous les combats ne sont pas égaux ou ne sont pas nécessairement interpellés de façon égalitaire, ça serait déjà beaucoup. Voilà. Mais comme je te dis, je ne peux pas m'avancer plus loin car je n'en sais rien. On verra bien comment ce livre va faire écho. Oui, c'est difficile à dire, c'est certain. Bien, merci beaucoup. Oui, je vois Jade qui veut intervenir. Bien, je voudrais juste dire que l'ouvrage est constitué de plusieurs contributions de gens qui viennent de toutes sortes de champs. Moi, je souhaiterais souligner, nous avons entre nous nos désaccords. Je trouve ça important de le souligner parce qu'il y aurait toute une discussion à avoir sur cette question d'une prison humanitaire, là. Mais ce que je souhaiterais souligner, parce que ça me fait penser, je trouve que la criminologie n'est pas la propriété des criminologues. La criminologie, c'est quelque chose qui est très important dans notre société. Les imaginaires de la pénologie, le système carcéral, ça concerne tout le monde. C'est notre affaire à tout le monde. Et je dirais également que l'une des choses que j'espère que le livre invitera, c'est au moins à chacun d'entre nous, commencer à développer une certaine sensibilité à tous les euphémismes qu'on utilise pour ne pas nommer cette grande prison ouverte qui est notre société, dont, par exemple, les jeunes, pour moi, ces jeunes-là qui se retrouvent dans des gardes fermées au pénal mineur, ce n'est pas de représentants qu'ils ont besoin pour l'instant, c'est qu'on arrête d'euphémiser cette pratique que l'on a et de ne pas la nommer comme étant justement une de ces pratiques du système carcéral ici même au Québec avec des jeunes mineurs. C'est ce que je voulais dire. La criminologie n'appartient pas qu'aux criminologues et c'est important de se le rappeler. On peut tous se nourrir de ces discussions. Je vois Jean-Claude Bernheim, et puis je vous laisse répondre, puis ensuite j'aurai une question du public pour tous les intervenants. Moi, je voudrais souligner un aspect qui m'apparaît essentiel et important de mettre sur la place publique, c'est que dans les années 70 et 80, les professeurs de criminologie et l'école de criminologie prenaient position publiquement
par rapport aux situations qui prévalaient. Et je pense que les professeurs d'université, les intellectuels universitaires ont l'obligation de prendre la parole, non pas seulement dans des commissions parlementaires, mais de prendre la parole sur la place publique pour qu'ils soient entendus par le public. Parce que prendre la parole dans une commission parlementaire, c'est beau, mais ce sont des politiciens qui, ultimement, prennent leurs décisions pour des raisons politiques et qui n'ont rien à faire avec la science et les connaissances. Tandis qu'une prise de parole publique sur des questions d'ordre public par des universitaires, ça donne de la crédibilité à une remise en question des choses. Est-ce que je pourrais ajouter juste un petit mot sur cet Tout à aspect-là? fait. Effectivement. Donc, à partir des années 70, mais là, j'irais quand même jusqu'à assez tard des années 90, la majorité des professeurs en criminologie, donc, à chaque semaine, il y avait un ou l'autre qui prenait la parole en allant à la radio, à la télévision, s'il y a des articles dans les journaux. Et à partir de la fin des années 90, et moi qui suis toujours en contact avec l'ensemble des professeurs chez nous au département de criminologie, la perspective des jeunes professeurs, par jeunes, j'entends ceux qui sont maintenant entre 30 et 45 ans, a changé considérablement. C'est massif, ils s'intéressent à leurs travaux, c'est valorisé à l'interne lorsqu'ils se présentent pour des promotions, mais l'aspect intervention auprès du public n'est plus valorisé. Et dans les comités d'évaluation des professeurs, alors qu'autrefois c'était vu comme un plus, maintenant ce n'est pas un moins, mais ça n'existe pratiquement plus. Ce n'est plus valorisé. Et donc, je serais d'accord avec Jean-Claude Bernheim que de dire qu'il ne faut pas intervenir simplement en allant à Ottawa au Parlement pour changer le code pénal, mais c'est à tous les jours, à chaque semaine, à chaque mois qu'il faut intervenir. Et cette conscience d'intervenir existe beaucoup moins que dans les années 70 à la fin des années 90. En criminologie. Alors, j'ai une première question qui nous vient du public. C'est sur, en fait, c'est sur la similitude croissante entre le milieu carcéral et le milieu scolaire. Sur, finalement, l'emploi dans les écoles de la technologie ou de technologies de surveillance, finalement, notamment de la reconnaissance faciale, de manière... ce qui est écrit de manière peu transparente. Et la question est la suivante. Dans quelle mesure les écoles québécoises deviennent-elles, à l'instar des prisons, des espaces de négation de droits, de conditionnement au contrôle social? Et que devons-nous faire pour contrer cette réalité? C'est une question d'Elisabeth LR. Et elle s'adresse à vous toutes et tous. Bien, je peux me lancer. Je vais essayer de faire court, mais oui, il y a des relations à faire entre ces deux systèmes-là, notamment pour tout ce qui est la question du traitement de la jeunesse et tout ça. Mais si on fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui, cette criminologie-là, vous m'entendez? Bon. Oui, très bien. Cette question de la criminologie, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a certaines tendances dont nous devrons, à partir desquelles nous devrons on va devoir être très attentifs à ce qui va se passer, par exemple, dans les prochaines réformes qui auront lieu au niveau du système scolaire, mais également avec l'impulsion de la Commission Laurent sur ces idées de prévention précoce. De prévenir le crime dès la petite enfance, hein, de prévenir le crime dès la maternelle, c'est-à-dire d'avoir des espèces d'indicateurs produits par une criminologie plus quantitative là, qui nous permettraient d'identifier déjà le potentiel futur
de délinquance chez certains individus. Et là, évidemment, je ne reviendrai pas sur tous les détails là, de ma contribution dans le livre, mais cette prévention précoce-là fera en sorte également que ces individus-là identifiés dès le jeune âge ou l'enfance, on les abordera et on les traitera aussi avec cette idée que s'ils ne sont pas déjà délinquants à 4 ans, ils sont des délinquants en devenir. Donc, il y aura tout un traitement social de ces individus-là qui s'opérera d'une autre façon. Donc, on parle souvent en criminologie ou en criminologie critique du moins de prophétie autoréalisatrice. Il y a en effet un lien à faire, des continuums à faire avec le système scolaire, bien qu'il y a des dimensions du système carcéral qui sont très, très spécifiques au niveau du contrôle social puis tout ça. Il ne faut pas non plus penser que les écoles sont une incarnation directe et parfaite de ce qu'un système carcéral peut être, mais il y a évidemment des logiques de contrôle qui passent notamment par des changements de politique, par des politiques sociales, par des programmes d'intervention. Nous avons au Québec notamment beaucoup de paradigmes d'intervention dont les finalités relèvent de logiques carcérales, au fond. Et il faut seulement développer une certaine sensibilité pour les identifier, les comprendre. Mais comme je l'ai dit dans ma contribution, une des dimensions que je trouve les plus porteuses dans les textes de Foucault notamment, c'est qu'il soulignait, il nous invitait à nous méfier de penser que c'est lorsque le contrôle est si évident que nous avons affaire à des logiques carcérales. Hein. Ça se déploie de toutes sortes de manières. Donc, souvent, ce n'est pas par les moyens qu'on pense que ça se décline. On aurait un tout petit peu de temps si quelqu'un veut réagir très, très brièvement. Mais, moi, je dirais que ce dont il faut se prémunir, c'est de la technologie. Parce qu'il faut bien voir que la technologie passe souvent par la prison. Si on prend l'exemple de l'écoute électronique, ça a commencé par la prison. Si on prend l'exemple des contrôles de drogue, ça a commencé par la prison. Le courrier en prison a commencé à être ouvert avant que ce soit le courrier des citoyens qu'il soit. Donc, souvent, les prisons sont un lieu d'expérimentation de la technologie qui ensuite est transposée dans le milieu extérieur. Alors, par rapport à l'école, je pense qu'il faut voir ça aussi dans le contexte général des technologies qui caractérisent notre époque et qui peuvent être utilisées à des fins peut-être pas ce qu'elles devraient être. Oui. Ben, merci beaucoup. Je pense que on a déjà dépassé un petit peu l'heure, mais je pense que ça valait la peine. Mais si vous le voulez bien, on arrêterait ici. On n'a plus de questions qui nous viennent du public. Bon, je vois Jade qui nous montre, ouais, les deux ouvrages côte à côte. Ça vaut la peine de les lire ensemble ou un à la suite de l'autre, en tous les cas. Ben, un grand merci. Philippe, Merci beaucoup. Philippe, je pense que je vais t'interrompre pour te remercier d'avoir animé la session. C'était vraiment très intéressant. Puis je n'ai pas dit au début que tu étais un chercheur en sociologie, que tu étais vice-président de la Ligue des droits et libertés. Et vraiment, ton travail est remarquable. Jade a exhibé les deux couvertures de livres qui font partie du petit catalogue des éditions de la Rue d'Orion. Merci. Et Gabriella qui nous a accueillis virtuellement dans sa librairie, la librairie Racine sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Et dans le module de conversation du Facebook Live, il y avait les liens là, pour acheter l'ouvrage. Donc, je te remets la parole pour conclure, là, mais merci encore. Je pense que tu as bien conclu. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. J'ai trouvé ça très intéressant, puis je pense qu'il y en aura encore beaucoup à dire, puis on ouvre un espace finalement. Absolument. Alors, on va se souhaiter une bonne et heureuse année. Merci beaucoup à tous et toutes également.
Bien. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. La question, c'est quoi le budget du comité